Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler effectivement, comme l'a dit Sébastien, d'immersion. Alors le principe de cette... pour ceux qui étaient là l'année dernière, on avait fait une plénière déjà participative. Donc l'idée c'est vraiment d'échanger ensemble. C'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. On va essayer d'éviter le côté descendant. Voilà, parce que vous en avez eu beaucoup du descendant depuis 2 jours et vous avez pu déjà avoir et obtenir beaucoup de matière, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Là, on va essayer d'échanger sur quelle immersion pour quelle génération. Donc le principe, c'est de faire juste un petit point en démarrage pour se rappeler d'où on part, c'est-à-dire quand on parle d'immersion, évidemment, vous vous en doutez, on parle de technologie immersive, ce qui justifie la présence aujourd'hui de 3 grands témoins qui sont essentiels dans ce type de sujet. Je commence par... je ne sais pas si ça fonctionne. Oui. Alors, il n'est pas encore là. Je pense qu'il va se connecter bientôt. Quand on parle de technologie immersive, il y a un incontournable dans ce domaine. Il s'appelle Alexandre Ibanez. Il est président d'un GIE qui s'appelle VR Connection. Il va en parler lui-même une fois qu'il sera avec nous. Bonjour. C'est Eric en ligne avec toi. Tu vas bien? Très bien, et toi? Bon, super. On est ensemble avec les participants au Forum Eritech aujourd'hui pour parler, comme je viens de le dire il y a quelques instants, d'immersion pour différents types de générations et pour différents usages. C'est ce qu'on va un peu explorer avec les participants aujourd'hui à différents niveaux, essentiellement sur des niveaux effectivement culture et patrimoine, mais pas seulement. Et je disais juste à l'instant avant qu'on se connecte ensemble, Alexandre, que quand on parle d'immersion et de technologie immersive, on ne peut pas éviter VR Connection et l'incontournable GIE des technologies immersives. Et voilà, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui en ta qualité de président de ce GIE. Et voilà, peut-être que tu peux en dire 2 mots sur VR Connection avant qu'on commence la plénière pour rappeler aux participants quelle est la qualité de ce regroupement. Eh ben, merci beaucoup Eric, merci à l'ensemble des équipes. Très rapidement, donc VR Connection, c'est un groupement d'intérêt économique qui rassemble les entreprises françaises de réalité virtuelle et de réalité augmentée, donc les technologies immersives, et qui accompagne les grands donneurs d'ordre privés et publics dans leur stratégie moyen et long terme sur l'utilisation et l'implémentation de ces technologies-là, en y allant de l'idéation jusqu'à la distribution, diffusion de ces technologies aux utilisateurs. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On est mandaté par le gouvernement depuis 2019 pour aider à la création et à la structuration de la filière nationale des technologies immersives. Et dans ce cadre-là, on accompagne les grandes fonctions de l'État comme l'éducation nationale, entre autres. Nous, on est honorés d'être parmi vous aujourd'hui, virtuellement, mais c'est un peu notre métier, donc on va dire que ça dénote pas trop. En tout cas, je tiens à vous dire que je suis vraiment honoré de pouvoir être présent avec vous, même si ce n'est que virtuellement, et qu'on avance avec tout le consortium Eritech sur l'ensemble des sujets concernant le patrimoine et la culture, en allant vraiment du conseil jusqu'à la production, en partenariat avec Eritech, qu'on est ravi qu'il nous ait rejoint ces derniers mois, et on est déjà dans le concret à travailler sur de gros projets. Merci Alexandre. Et oui, effectivement, je rappelle que Eritech a signé une convention de partenariat avec VR Connection pour être en quelque sorte le pôle expert culture patrimoine de VR Connection et pouvoir travailler, comme vient de le dire Alexandre, sur l'implémentation à travers les experts d'Eritech que vous connaissez avec qui vous avez discuté depuis 2 jours. Voilà, donc on va faire de belles choses. Et justement, la transition est toute faite pour parler de 2 autres grands témoins qui sont à nos côtés aujourd'hui. En l'occurrence, Damien Gire et Thomas Bontemps, voilà, qui sont tous les deux les experts
de deux sociétés. La première, je passe la parole à Thomas, mais je pense que maintenant tout le monde te connaît, mais on peut redire un mot sur Novae. Merci beaucoup. Donc Novae, on est un studio spécialisé dans la conception de maquettes numériques pour l'architecture et le patrimoine. Donc le but est de restituer des monuments partiellement ou totalement disparus et d'en faire des exports, par exemple visite virtuelle avec casque, point de vue 360, vidéo, etc., etc. Parfait, merci Thomas. Damien, un petit mot sur Hervé? Et oui, Damien Agir, donc mon fondateur de Hervé. Et Hervé fabrique et développe des programmes en réalité virtuelle et en réalité augmentée pour le patrimoine et également l'éducation, voilà, et la formation professionnelle. Donc nous utilisons ces médias pour voilà, faire avancer le savoir. On va y revenir. Merci Damien. Donc pour introduire cette plénière, on se pose une question qu'on va se poser tous ensemble aujourd'hui. C'est quel immersif, enfin quand on dit immersif, vous avez bien compris, pour quelle tranche d'âge et pour quels usages. Donc tout d'abord, ce qu'on voulait faire avec vous, je pense que peut-être certains sont au point, peut-être pas d'autres, et on va commencer à passer la parole à la salle tout de suite. Mais de quel type de technologie immersive parlons-nous? Et là, j'aimerais bien vous entendre. Quand on parle d'immersion, que ce soit pour les jeunes publics, pour les adultes, pour les seniors, quelles sont les typologies de technologies que vous connaissez? Donc si je vous dis expérience immersive, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit dans ce que vous avez vécu ou que vous imaginez? Me retrouver dans un monument peut-être disparu et voir les gens qui pouvaient le peupler, l'habiter, vivre dans ce monument. Vous avez déjà fait ce type d'expérience ou pas encore? Ce matin. C'est tout récent. Oui, beaucoup. C'était quoi? C'était Notre-Dame, oui. Donc là, on est dans une technologie qui s'appelle... la réalité virtuelle. Exactement, merci Sébastien. Absolument. Ici, quand on parle effectivement technologie immersive, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Eh bien, moi, je penserais à la reconstitution de mondes disparus, notamment autour des animaux préhistoriques, et comment est-ce qu'on, à partir de squelettes qu'on peut retrouver dans des carrières, par exemple, on peut réexpliquer l'histoire géologique et paléontologique d'un territoire. Et se retrouver face à face avec un vélociraptor, un genre de bestiole? Absolument, tout à fait. Merci beaucoup. Je continue Donc à faire on n'a pas quitté la réalité virtuelle pour l'instant. Là, on est toujours effectivement en réalité virtuelle. Est-ce que quelques personnes ont d'autres idées? Différentes choses, mais toujours liées à la vidéo, mais qu'on puisse être immergé dans la vidéo. Alors ça peut être un monument, mais ça peut être aussi, je pense aux galeries de lumière, où vous êtes au milieu de tableaux, au milieu, voilà, vous êtes immergé en fait dans un environnement par rapport à l'art ou un bâtiment ou ce genre de choses. Alors là, on a quitté la réalité virtuelle, c'est bien. On est dans la projection 360. Pour moi, l'immersion, en fait, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée avec ma collègue Marianne, puisqu'on est chargé de projet pour une salle immersive au musée de la Mine. Et du coup, on a essayé de chercher tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on pouvait trouver, et on s'est posé beaucoup de questions parce qu'on voit vraiment plein de choses et on s'est dit qu'est-ce qu'il va falloir qu'on trouve pour attirer le maximum du public. C'est nos scolaires, nos jeunes, nos familles, enfin nos anciens parce qu'ils viennent à la mine. Ça. Voilà, donc on a eu merci de travail là-dessus. Merci de vous poser toutes ces questions. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Quand vous dites musée de la Mine, c'est le Puy-Couriot? C'est ça. Vous allez peut-être compléter un petit peu, effectivement, parce que la mine, c'est aussi des bruits. Oui, alors en fait, nous, on a déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le musée, une galerie de mine reconstituée. Et là, le dispositif sur lequel on est porteur de projet a pour ambition, du coup, de pallier au fait que certaines personnes ne peuvent pas descendre dans cette galerie de mine reconstituée et du coup de pouvoir leur apporter pas une copie de la galerie, mais d'autres éléments aussi thématiques. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup parcouru d'expériences justement en prévision de ce projet-là, pour savoir un peu ce qu'on voulait, mais ce qu'on ne voulait pas aussi, à la fois nous en tant que visiteurs et puis en tant que professionnels aussi. Moi, je suis chargée des publics, donc du coup,
de pouvoir savoir aussi quel type de public on voulait cibler et quelle expérience pour justement quel public. Donc là, on est dans le cœur du sujet et c'est vrai que de pouvoir tester plein de dispositifs, ça nous a permis aussi, nous, d'affiner nos attentes. Merci, on peut effectivement descendre dans une galerie reconstituée. Alors, on a l'impression de descendre de 300 mètres, hein, parce qu'ils ont truqué l'ascenseur. Ça défile très très vite. En fait, on fait quoi? Il y a 5 mètres 14 mètres? Oui, alors on truque un peu. Alors pour la petite histoire, notre dispositif, il est quand même assez ancien. Donc finalement, on faisait de l'immersif avant le numérique. C'est ça. Mais oui, c'est vrai on était déjà dans l'immersion et à la création de cette galerie reconstituée par l'ascenseur, par du montage, voilà, par d'autres dispositifs vidéo aussi. Merci. Poursuivons, essayons d'avoir d'autres réponses. Oui. Si tu veux bien, Sébastien. Je vais prolonger sur cette dimension. On parle beaucoup de l'immersion à travers le visuel, mais ça peut être bien autre chose. Ça peut être, vous en avez parlé, la question du son, mais aussi la question olfactive, et puis la question de la sensation aussi. C'est-à-dire d'aller plus loin et pas être uniquement dans la dimension sonore, mais être aussi dans la possibilité de capter une différence de température, enfin des choses qui peuvent servir un propos. Et puis, je me pose une autre question. On parle beaucoup évidemment du rapport au lieu, à l'espace, à travers tout ce que l'on voit. On travaille aussi sur des idées et comment on peut rentrer dans une interaction à travers ces technologies, dans la question des idées et la question peut-être aussi du débat avec des personnes qui ne sont pas là physiquement, mais qui pourraient nous relancer. Alors vous allez me dire, il y a des chatbots qui répondent à des questions. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin là-dessus et le coupler avec ce type de technologie dont on parle pour arriver à des choses plus subtiles, plus raffinées, peut-être moins stéréotypées et en tout cas qui nous impliquent encore plus, y compris pas uniquement dans le visuel et le physique, mais aussi dans cette question de la relation de pensée, dans la réflexion. Alors, merci pour cette remarque extrêmement pertinente. Moi, je vais juste faire une petite parenthèse avant de passer la parole au grand témoin, parce que ça va trop loin pour moi à la fin de la question. Donc, je pense qu'entre Alexandre, Damien et Thomas, il y aura peut-être déjà des perspectives de réponse. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est le fait de recourir au son. On aura quelques exemples à évoquer tout à l'heure en présence de nos experts. Et ce qu'on appelle, sous le contrôle des grands témoins, mais la technologie haptique, pour ce qui concerne les sensations et tout ce qui touche à l'environnement sensoriel voilà, de l'expérience immersive. Alexandre, je pense que tu confirmes toi aussi que j'utilise un terme qui n'est pas galvaudé. Alors, le terme n'est pas galvaudé. Les technologies haptiques, elles vont être surtout relatives au sens du toucher. Mais il y a aussi toutes les technologies olfactives qui là vont impliquer le goût et l'odeur, qui sont aussi des vecteurs hyper importants de l'immersion. On connaît tous la Madeleine de Proust, qui est plutôt du coup sur l'odeur que sur l'haptique ou la vision. Sachant qu'effectivement, pour l'immersion dans un bain d'idées, on n'a pas encore de solution, tu confirmes? Peut-être une remarque des témoins là-dessus, sur le débat d'idées en immersion. Est-ce qu'il y a des choses qui se pratiquent, Damien? Alors, je n'ai pas d'idée sur le bain d'idées, sur le débat d'idées. Il y a deux manières, en tout cas, de tout de suite qui me viennent à l'esprit sur cette projection. La première serait celle de l'humain, c'est-à-dire utiliser les technologies immersives pour rassembler les humains, c'est-à-dire de rassembler les sachants. Le premier réflexe quand on parle de technologie, ça va être de se dire si on pouvait mettre de l'idée, de l'intelligence, ah bah tiens en ce moment on parle beaucoup d'intelligence artificielle, sans doute, je pense qu'il va y avoir des bots de plus en plus intelligents, il va y avoir des solutions et des personas qui vont pouvoir intervenir et répondre. Et apprendre. Pour autant, rassembler un grand nombre de personnes ou même un petit nombre de personnes dans le même endroit au même moment de manière immersive, ça peut se faire et on appelle ça les métavers, qui peuvent être à différentes échelles. Et dans ce cas, si les représentants ou les personnes représentées présentes dans cet espace immersif sont derrière leurs avatars des humains, eh bien, il peut y avoir toujours de l'échange, il peut y avoir toujours de l'idée, il peut y avoir toujours de la construction. Tout dépend, bien évidemment, de l'univers, comment il a été pensé, du sujet, de l'événement qui est créé et dans quel objectif il est fait. Alors, je fais une remarque, peut-être que dans le secteur du patrimoine et de la culture,
on n'est peut-être pas en avance sur ces choses-là. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot, Alexandre, sur les autres secteurs d'activité? Est-ce que, par exemple, quand on parle de Virbela, quand on parle d'autres plateformes ou d'autres univers qui concernent d'autres secteurs d'activité, on a la possibilité de faire de l'idéation, de la conversation et de l'immersion sur du débat d'idées, comme le soulignait la participante au forum, dans d'autres secteurs d'activité? Tout à fait, hein. Il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont, on va dire, en avance ou qui sont précurseurs sur cette question de la XR sociale. On essaye en ce moment d'éviter le mot métaverse, puisque même Apple l'a sorti de son vocabulaire maintenant. Donc il y a le secteur de l'événementiel. Tu as mentionné la plateforme Virbela sur lesquelles on est capable effectivement de se connecter à plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs dans un même monde virtuel et d'échanger de manière simple et efficace pour pouvoir présenter des choses et échanger de manière naturelle comme on pourrait le faire dans un salon tout à fait classique. C'est un des avantages de la XR sociale, des technologies immersives sociales. Mais il y a aussi d'autres secteurs qui sont aujourd'hui très en avance sur cette partie-là. C'est tout le secteur industriel. Pouvoir partager autour d'un modèle 3D qu'on peut éclater, qu'on peut mettre en perspective dans diverses situations et pouvoir le faire avec plusieurs personnes qui sont à tous les coins du monde. Quand je pense à des grands constructeurs automobiles qu'on accompagne, qui ont déjà mis en place ce type de solution-là et qui sont en train de le développer de manière importante. Parce que ce qui paraît aussi important dans l'utilisation de ces outils technologiques, qui ne sont que des outils, c'est toujours de regarder la performance et l'efficience de l'utilisation de ces technologies-là, et donc de bien s'en servir pour des sujets qui ont une empreinte carbone négative. On voit que par exemple sur la conception d'un véhicule, comme je le disais, c'est fait par plusieurs usines, plusieurs ingénieurs à travers le monde, et pour pouvoir réunir ces gens-là, ce qui était fait avant, c'était des réunions tous les 15 jours où tout le monde prenait l'avion pour se réunir à un seul et même endroit, et aujourd'hui tout ça est fait en réalité virtuelle sur de la XR sociale. Donc voilà un peu moi les deux secteurs sur lesquels je peux dire qu'ils ont effectivement une grande avance. Puis il y a quand même un troisième secteur, celui de la culture, on va dire, mais côté divertissement, avec une plateforme française qui est VR Room en plus, donc on n'en a pas beaucoup des françaises, donc on les défend un petit peu, et sur lesquels ils font des concerts en réalité virtuelle. Le premier qui a été fait avec Jean-Michel Jarre, qui est assez connu aussi pour beaucoup innover sur son secteur et qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes dans un monde virtuel pour pouvoir présenter son concert. Merci pour ce complément d'information. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur un certain nombre d'applications. Donc, pour revenir à la présentation, je suis désolé, j'ai pas beaucoup l'habitude des Mac, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, c'est bon. Donc, on les a réunis ici, mais vous en avez cité plutôt pas mal. Hein. Donc, voilà, c'est intéressant de revenir sur la réalité augmentée aussi et sur la réalité mixte, qui sont des applications aussi intéressantes. Donc, ne pas confondre réalité virtuelle, réalité augmentée. La réalité augmentée, on augmente le réel. Donc, on apporte quelque chose sur le réel qui permet de faire parler le réel dans un environnement physique. La réalité virtuelle, on en a suffisamment parlé, vous la connaissez bien. Et la réalité mixte, c'est le combo des deux. Donc, il y a pas mal d'expériences culturelles. Je pense au musée de la Résistance à Paris, où il y a un parcours de réalité mixte où vous êtes dans la peau d'un résistant et vous vous retrouvez effectivement dans les sous-sols du musée et vous êtes dans un épisode que vous vivez, une expérience immersive où vous voyez à la fois le réel et à la fois sur vos lunettes qui sont des lunettes HoloLens des choses apparaissent, des avatars apparaissent, mais vous êtes quand même dans le réel complet et pas du tout avec un masque sur la tête. Voilà, donc il y a l'hologramme aussi et le son, on en reparlera tout à l'heure avec nos experts. La question maintenant, c'est si on commence par tranche d'âge. On a pris 3 tranches d'âge pour pouvoir échanger ensemble. On commence par les plus jeunes. Non, on a regroupé enfants, ados, adultes et les seniors pour essayer de voir au niveau patrimonial et culturel, j'insiste, qu'est-ce qui peut se passer, quels sont les différents types d'expériences immersives que vous pouvez imaginer qui seraient les plus intéressantes et qui sont en ce moment des choses qui peuvent être absolument intéressantes pour
acculturer, sensibiliser, participer les plus jeunes d'entre nous. Donc, on recommence. Peut-être que... Je vais peut-être demander à William Brou, justement, qui connaît bien cette tranche d'âge, selon lui, par rapport justement à ces publics, on va dire collégiens, mais jeunes au sens large, mais peut-être que c'est peut-être un peu trop large comme capsule, mais des expériences immersives qui leur plaisent ou qui les impliquent, et notamment dans le gaming, où on a des jeux de plus en plus immersifs. Oui, alors déjà, je rajouterais que moi j'ai passé un nombre d'heures incalculable sur World of Warcraft, qui était un métavers, donc quand j'étais adolescent au final. Donc il y a ce côté immersif qui, en fait, simplement, oui, on met de l'humain, et en fait, par la narration, par le fait d'interagir avec de l'humain, que ce soit des vrais êtres humains ou des PNJ, enfin peu importe, ça passe aussi par cet aspect-là, je pense. Il n'y a pas que la représentation parfaite d'un bâtiment, la reproduction du réel, il y a aussi cet aspect, quelque chose qui est peut-être plus moche que le réel, mais qui permet aux joueurs ou tout du moins à l'utilisateur de se rendre compte de ce à quoi ça servait. Donc d'être immergé dans le passé, c'est aussi ça, c'est peut-être représenter les gens qui habitaient ce patrimoine qui à l'époque n'était pas du patrimoine. C'est ça aussi, cette notion assez particulière. Ensuite, pour la question de l'âge, bon, il y a toute la thématique de l'écran, de les mettre forcément devant des écrans, et puis de la technologie, de la réalité virtuelle qui peut, voilà, faut être prudent avec ces choses-là. Nous, souvent, ce qu'on recommande à l'éducation nationale, et puis en lien avec des réflexions de psychologues comme Vanessa Lalo, ce qui compte, c'est, je vois, avec ou sans les parents, c'est le dialogue entre les générations. Enfin, couper l'enfant et les ados de leurs parents, je pense que c'est pas une bonne solution. Enfin, c'est pas forcément un but à avoir. Parce qu'en fait, l'enfant, l'ado, pour les mettre ensemble, vont avoir une expérience particulière avec l'outil que ne vont pas avoir leurs parents vont pas avoir le même regard dessus. Et du coup, c'est le croisement de ces regards-là qui peut être intéressant lors d'une remédiation en musée ou dans les différents sites touristiques qui vont mettre en place ce genre d'expérience. Ensuite, généralement, les enfants, il va y avoir cet effet waouh qui va beaucoup fonctionner. Et donc, la grande question à se poser, c'est au-delà de l'effet waouh de la techno, qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent? Mais c'est valable pour n'importe quelle technologie, ça marchait déjà avec les premiers jeux vidéo qu'on mettait en classe dans les années 90. Là, avec la VR, c'est finalement la même problématique. On n'a jamais résolu ce problème-là. C'est une fois l'effet waouh passé, comment on fait pour que ça soit quand même pertinent du point de vue des apprentissages? J'ai une question, William, par rapport à cet effet waouh. Est-ce qu'il est, comme vous le disiez tout à l'heure, indispensable? Ou est-ce que finalement, le côté ludique peut être plus fort que le côté esthétique ou immersif? Je pense à Roblox, je pense à plein de choses que, pour ma part, mon fils expérimente régulièrement. Mais en fait, l'effet waouh, on va l'avoir avec une nouvelle technologie, quelque chose qu'ils n'ont jamais pratiqué en dehors. Donc forcément, il est forcément présent et il existe forcément cet effet. Parce que la première fois qu'on va faire de la VR, et j'en suis moi-même témoin, la première fois que j'ai mis un casque de VR, je suis forcément impressionné par le truc. Enfin, ma première partie de Beat Saber était exceptionnelle. Enfin, bon. Après, on peut s'en lasser. Donc il y a forcément, je pense, cet effet waouh. Et la question, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est passé? Est-ce qu'il y a un vrai avantage, une vraie plus-value à visiter Notre-Dame avec la VR par rapport à une expérience qui serait sur un écran avec une représentation juste 3D dans laquelle on peut voyager? C'est quoi la plus-value de visiter Notre-Dame en train de brûler ou en train d'être restaurée dans un casque de VR, pour prendre l'expérience qui était présentée tout à l'heure, par rapport à un bon vieux point and click des années 90-2000, Versailles 1685? Quelle est la plus-value d'un tel ou un tel? Quand j'ai joué à Versailles 1685, il y avait cet effet waouh parce que je n'avais jamais touché un ordinateur de ma vie. Et c'est le même effet avec la VR. Et la question, c'est, je me rappelle encore de ce jeu, je peux encore vous rappeler la première fois que j'ai croisé Bontemps, voilà, au Louis XIV. Est-ce que je suis capable de vous rappeler exactement la même chose? Et donc non, parce que l'âge fait et que la techno, j'ai pas le même rapport à la technologie. Donc ça, c'est une vraie question, je pense, centrale sur le rapport du jeune à la technologie. Pendant qu'on a encore la chance de vous avoir, William, est-ce qu'on peut encore dire un mot sur ce que vous faites avec Atlantide et sur les jeux qui sont des jeux en famille, pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui et qui n'ont pas eu le temps d'aller voir Maud sur l'espace Erytech Pro, mais de parler de ces jeux qui sont des jeux d'enquête sur smartphone, qui se pratiquent, j'allais dire, à la recherche, à la conquête du patrimoine des villes. Est-ce que ça, c'est une bonne solution, par exemple, pour la catégorie enfants-ados, avec les parents ou sans? Le préambule, je ne sais pas fabriquer de jeux vidéo.
Je sais pas coder, j'ai pas appris ça. Mon boulot, c'est de savoir lire des archives et d'essayer de raconter l'histoire. Ça, c'est mon vrai boulot. Donc, le fait que j'ai rencontré Atlantide et ce studio-là m'a permis d'avoir un outil plus facile d'accès pour pouvoir faire raconter des histoires. Et ce qui était intéressant, préambule numéro 2, avant Atlantide, j'avais travaillé avec, j'ai oublié le studio, excusez-moi, mais c'était un jeu en réalité augmentée qui s'appelait Voyage en Résistance, qui a été créé en lien avec le ministère de la Défense, et on devait interpréter un résistant et on devait fabriquer un réseau de résistance en partageant son QR code avec d'autres joueurs qui étaient sur l'application, etc. La seule différence, c'est que dans cette expérience-là, en fait, on subissait, entre guillemets, le scénario, les missions, etc. Là, l'idée, c'était de pouvoir implémenter vraiment des personnages du réel, desquels on avait travaillé, qu'on avait découvert avec les élèves, donc d'aller fouiller dans les archives, trouver des noms de résistants et faire inventer une histoire, parce qu'on était dans de la fiction historique finalement, inventer une histoire en mettant en scène les personnages, mais il fallait que cette fiction, elle soit réaliste, elle soit crédible plutôt, pardon, il fallait qu'elle soit crédible dans le contexte, pour que les élèves deviennent en fait vulgarisateurs à ma place, il fallait qu'ils apprennent l'histoire de leur ville pour ensuite pouvoir la raconter sous forme de jeu, et donc proposer une expérience ludique. Mais je voulais qu'ils proposent une expérience ludique. S'ils avaient voulu juste faire une visite guidée comme les collégiens du premier collège qu'on a pu voir tout à l'heure veulent le proposer, l'outil le permettait en fait. C'était ça en fait. L'outil moi me permettait juste de pouvoir permettre aux élèves de fabriquer une expérience immersive, parce qu'en plus c'était en géolocalisé, donc il fallait trouver les lieux où faire intervenir les personnages. Mais la vraie, pour conclure, parce que je suis beaucoup trop long, la vraie plus-value pour moi de cet outil-là par rapport à d'autres, c'était de pouvoir faire discuter avec des personnages. Et donc que les joueurs puissent ensuite rencontrer, par exemple, Antoine Audambron, qui était le créateur du collège. On le rencontre dans un endroit qui n'a absolument rien de crédible, il ne pouvait pas être à cet endroit-là, mais les élèves ont dû écrire un dialogue avec Antoine Audambron et faire expliquer aux joueurs qui il est et le lien avec l'histoire qu'ils étaient en train de raconter. Très bien. Merci pour ce retour d'expérience. Je trouve ça très intéressant pour ceux qui sont là et qui se posent, encore une fois, les questions de savoir comment atteindre les cibles. J'aimerais qu'on parle un peu de son, du coup, puisque au regard de la présence aussi d'Élodie Parmentier qui est avec nous, c'est Élodie, est-ce que tu peux nous dire par rapport à certaines... j'en ai noté 2, j'en ai pris 2, je me suis permis, Élodie, qui me paraissait intéressante. C'est la série de podcasts que tu as fait pour le Muséum d'Histoire Naturelle et l'expérience aussi que j'ai vécue moi en famille, donc du coup je pourrais aussi en parler, ou Hangar Y à Meudon, avec les podcasts sur l'exposition sur l'aéronautique. Voilà, est-ce que tu peux nous faire en quelques minutes un peu ton approche pour les enfants, les ados avec le son? Ouais, je voudrais juste commencer par un point par rapport aux immersions. Je rejoins sur le fait qu'en fait, une immersion, c'est pas juste un outil, mais c'est qu'est-ce qu'on va ressentir, qu'est-ce qu'on va garder en tête. Et en fait, le son, bon, je prêche pour ma paroisse, mais pour moi, le son, c'est quelque chose qui crée de l'émotion, qui crée de la sensation, et c'est pour ça qu'on a voulu développer ce studio Nuit Noire. Et donc, à chaque fois, on réfléchit à l'usage, au type de public à qui on veut s'adresser, et on fait pas du son pour faire du son, et c'est pareil pour les autres dispositifs. Donc, c'est vraiment important de penser qu'est-ce qu'on veut faire ressentir à nos publics et à quel type de public. Donc, on est vraiment dans cette démarche-là. Et donc, pour présenter Chroniques de notre planète, donc le Muséum d'Histoire naturelle de Paris nous a demandé de créer une série de podcasts qui est plutôt pensée comme du podcast à faire venir dans l'exposition. Mais c'était donc une expo au Jardin des Plantes de Paris. Avec une centaine d'illustrations qui retraçaient en fait 100 grandes découvertes de l'histoire naturelle de notre planète. Et donc, par le son et par l'immersion, on peut se transporter dans différentes époques. Donc, le premier épisode, je crois qu'on est en 1750 et on a une grande narratrice qui va faire des bonds par époque et qui va rencontrer un grand ou une grande chercheuse qui a fait une grande découverte sur l'histoire de notre planète. Donc, c'est un podcast qui est vraiment ludique, qui est amusant puisque c'est des personnages qu'on a fait revivre par de la fiction, mais évidemment, on a travaillé main dans la main avec des conseillers scientifiques et historiques. Donc on a repris toute la matière et on l'a retravaillé à notre sauce. Et ensuite on a travaillé vraiment l'immersion. Donc à chaque fois on est allé dans des lieux où on allait capter les sons in situ.
quand on veut faire revivre 1750, sachant qu'on est en 2023 avec la pollution ambiante sonore, c'est compliqué. Donc il y a plein de petites techniques à avoir, mais en tout cas, on a vraiment essayé de travailler un environnement sonore comme si on y était. Et puis le dernier épisode, le 6e, on est en 3022, donc là on est vraiment dans une fiction absolue où on se retrouve sur la planète Mars. Et c'est quoi le son de la planète Mars? Donc en fait, on fait vraiment de la fiction, mais avec tout cet univers sonore. Et quand on l'écoute au casque, on a vraiment des sensations qui se créent. Enfin, en tout cas, beaucoup qui l'ont écouté me l'ont dit. Donc voilà, donc c'est 6 épisodes où on apprend plein de choses et en même temps, on s'amuse avec les personnages qui sont assez loufoques. Donc ça, c'est le premier projet. Et puis Art Explora donc nous a demandé de créer 2 parcours de médiation pour les enfants. Les 7-12 ans, donc c'est vraiment très ciblé, et les adultes. Et donc on s'est dit un parcours enfant qui est pensé pour les enfants, il faut aussi leur donner la parole à eux, puisqu'ils ont leur langage, ils ont leurs questions. Donc on est allé dans différentes classes, en CE1 et en CM1, et on leur a montré des œuvres qui allaient être exposées au hangar Y, et on leur a dit: qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Et on a capté leur témoignage, et il y a un enfant de 7 ans qui leur répond et qui leur donne plein de réponses devant ces œuvres. Donc là, on est pour et par les enfants. Exactement. En fait. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important aussi, au-delà de l'émotion? Oui. Que l'enfant parle à l'enfant ou l'ado parle à l'ado? Oui, et puis en plus de ça, c'est aussi pour les adultes parce que c'est vraiment amusant. Et donc oui, pour moi, parler à un enfant, si on ne sait pas comment il parle, ça me semble un peu déconnecté en fait. Donc c'est très important de s'intéresser aux cibles dès le démarrage. Voilà. C'est pas une fausse bonne idée, c'est-à-dire que c'est vraiment en travaillant avec les enfants sur ce qu'on va proposer aux enfants qu'on a le plus de chances de tomber pile. Je pose la question à vous deux, Élodie et William. Élodie d'abord, puis William. C'était une première expérimentation pour nous parce que on l'avait jamais fait, mais on a été accompagné par Art Explora qui s'est dit on va vraiment leur faire prendre la parole, et en fait le résultat est vraiment à la hauteur des espérances. Donc oui, moi je considère que parler à un public, c'est toujours mieux de leur faire parler, quoi. Oui, je pense que ça marche. Faut faire faut combiner. Faut combiner, ça veut faut pas rien dire. les approches. Ma question, c'est est-ce que les gestionnaires de patrimoine on l'a dit hier quand on a présenté le recueil, les 2/3 des candidats à l'appel à projet régional patrimoine et numérique utilisent le numérique comme un vecteur pour attirer les jeunes publics. Donc la question que je pose derrière, c'est est-ce qu'ils ont intérêt à co-construire ces solutions en se disant on va réfléchir cette question-là avec des jeunes plutôt que d'imaginer des trucs pour les jeunes? C'est compliqué. Enfin, là en ce moment il y a les délires avec le langage jeune, les mots de la jeunesse par rapport à la génération d'après, comme quoi avant c'était mieux, tout ça, etc. Donc il faut savoir s'adresser aux jeunes sans vouloir faire jeune. C'est compliqué, c'est un vrai exercice de style, mais les enseignants sont spécialistes de ça. C'est ça. Oui, il y a un vrai savoir-faire. Oui, donc il faut avoir conscience de leurs attentes, il faut aussi parfois savoir leur demander. Et en fait, ça dépend. Faut partir de ce que eux ont envie ou de ce que eux attendent pour ensuite nous transmettre ce qu'on a décidé de leur transmettre. C'est un jeu, un moment ou un autre, ils soient dans le processus, quoi. Quand on fait de l'éducation, de toute façon, ils sont dans le processus. Un parent, les parents dans la salle le savent très bien. Enfin, si vous souhaitez juste éduquer vos enfants en leur disant c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et leur imposer par le dessus, ça marche plus. Enfin, aujourd'hui, ça ne marche plus. Et en fait, dans le processus d'éducation, ça va dans les deux sens. Et en fait, les enfants apprennent, peut-être pas autant de choses, mais apprennent des choses à leurs parents au même titre que les parents leur apprennent des choses. Donc c'est un rapport de confiance à créer avec les enfants. Ça marche pour les parents, ça marche pour les enseignants, ça marche pour en fait les médiateurs. Oui, mais un studio de création n'est pas au contact quotidien des enfants. Et si on vient avec un cahier des charges, allez, faites-moi venir les jeunes publics, faites-moi un truc marrant pour les jeunes, il n'est pas certain que le studio de création ait évidemment le réflexe de se tourner vers entre guillemets un panel de jeunes pour essayer de coproduire. Oui, mais c'est pour ça que souvent les jeux qui se disent éducatifs sont pas forcément éducatifs ou marchent pas parce qu'en fait ils sont pas faits en collaboration avec des profs, pas par des profs. Chacun son boulot. Enfin, en fait chacun son boulot, chacun est expert de son métier, de son approche. Ouais. En fait, c'est en combinant les différentes approches qu'on peut arriver à construire des médias ou à construire des outils qui vont arriver à leur fin. Parce que c'est bien de vouloir faire quelque chose, y arriver, ça demande de faire appel aux bonnes personnes. Et je voudrais juste rajouter, c'est que nous, donc on arrive avec nos micros en CE1 et CM1. Pour les enfants, c'est un atelier aussi de pédagogie autour du son. Donc on amène encore plus loin et ça leur crée une sorte de fierté. Ils étaient absolument ravis de parler au micro et de leur donner la parole. Du coup, ils sont allés les écouter et après ils en ont parlé aux parents et ça fait effet boule de neige. Donc on mutualise et on fait une collaboration avec tout le monde, quoi.
On a une question ici. Je crois qu'il y a une question. Ou un complément. Oui, juste un petit complément, c'est juste pour rebondir suite à ce que vous venez de d'évoquer. Donc moi, je travaille en fait au département du Rhône en lien avec les intercommunalités. Et on travaille ensemble dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle. Donc on parle là d'impliquer les enfants, soit avec eux, soit c'est pour eux. Mais je vous disais qu'il s'agit aussi d'allier les différentes compétences. Et moi, j'ai trouvé plusieurs initiatives très très réussies de résidences artistiques. Par exemple à Cours, la ville et à Thizy-les-Bourgs, où donc on a ensemble missionné une artiste qui a recueilli la mémoire des habitants de toute génération, qui a travaillé aussi avec un centre social, qui a travaillé avec des personnes retraitées, qui a travaillé avec des jeunes sur leur temps de loisirs et aussi sur le temps scolaire. Et puis voilà, elle a emmagasiné toutes ces données, toute cette richesse, toute cette mémoire. Et elle a fait un travail artistique autour de ça, sonore. C'est un parcours sonore auquel on peut accéder via des QR codes, un parcours point à point. Et je voulais juste dire, ne pas oublier aussi justement qu'on peut aussi impliquer des artistes pour travailler avec les enfants, oui. pour faire une belle médiation et qui va s'adresser du coup à l'ensemble des générations. Et voilà, c'est aussi ça, travailler sur l'intergénérationnel, mais les artistes savent le faire. Et l'éducation artistique et culturelle peut tout à fait servir pour aussi valoriser du patrimoine, pour l'appropriation du patrimoine local par les habitants et qu'elle offre du coup aussi aux visiteurs. Voilà, je voulais juste mentionner ça. Très important, merci. Merci Virginie. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au public adulte parce qu'on a beaucoup de choses à voir sur ce public-là. Juste sur les jeunes, je voudrais, en fait, par rapport à tout ce qui vient d'être dit et qui est vraiment très très intéressant, est-ce qu'on peut tirer une conclusion qui consiste à dire que pour cette tranche d'âge, en fait, pour cette typologie de population, transmettre le patrimoine, parce que c'est quand même le sujet, l'un des sujets d'Heritech. Là, on a été beaucoup plus large de manière générale par rapport au sujet de l'immersif, par rapport à telle ou telle typologie d'utilisateurs. Mais si on revient au patrimoine, est-ce que ça voudrait dire que pour transmettre ou pour valoriser le patrimoine auprès de cette tranche d'âge, il va être nécessaire de travailler la scénarisation au point où vous l'avez décrit, c'est-à-dire de rendre effectivement le jeune utilisateur particulièrement actif, soit par rapport à des challenges dans une version gaming de la valorisation patrimoniale, soit en considérant qu'un autre jeune va lui parler et va jouer plus ou moins le rôle de médiateur. Est-ce que ça veut dire que cette couche-là de scénarisation est indispensable sur le sujet patrimonial pour adresser cette cible ? J'ai peut-être juste un début de réponse assez simple, mais qui est assez universel. Je pense que les enfants jouent. On parle de médiation, on parle de co-construction, on parle d'utilisation. En fait, lorsque vous faites un atelier, ils jouent, ils se mettent en scène eux-mêmes et entre eux, ils apprennent en jouant. D'ailleurs, c'est, je pense, le rôle de l'enfant d'apprendre. Et lorsqu'ils utilisent, ils jouent. On va leur donner à jouer. Et lorsqu'ils vont avoir un intérêt dans une application immersive ou une animation, ils vont jouer. Et on parle, et ça va être le lien d'ailleurs avec les sujets suivants. Lorsqu'on veut impliquer des adultes dans des expériences immersives ou dans n'importe quel type d'expérience. Aujourd'hui, on parle de gameplay. On va parler du sens du jeu, même pour les adultes. Parce qu'on va aller chercher ce centre d'intérêt qui va stimuler. Et pour revenir donc sur cette conclusion par rapport au fond et à la forme de ces sujets patrimoniaux ou d'apprentissage, c'est le jeu. Et l'apprentissage par le jeu fonctionne et fonctionnera, je pense, encore de très grandes années. Maud Perchenet, un complément. Je voulais juste rebondir sur tout ce qui a été dit, parce qu'effectivement, la collaboration avec William, elle remonte à il y a 3 ans sur Atlantide. Mais là, je pense qu'on se retrouve aussi sur le nouveau projet Gaïa, qui pour nous est plus qu'un jeu, où les enfants, autant les enfants et les adultes, vont participer à la création de l'expérience. En fait, le jeu n'est plus la finalité de l'expérience. Donc, le jeu géolocalisé que vous avez vu sur site. Mais là, on les implique dès la création. Et le jeu est la création. Avec un livrable qui est une expérience qu'on peut partager entre amis, entre familles. Mais c'est d'où Gaïa, le rôle de cet architecte, de créateur, c'est la vraie expérience. Et c'est là où on va engager, on va recréer cette notion. Donc, j'avais présenté à l'atelier autour de
cette dose de dopamine, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est on aime tous les challenges, on aime tous se surpasser, atteindre des objectifs. On a une dose de dopamine, ça amène du plaisir et c'est répéter ce cycle-là dans le processus de création. C'est comme ça qu'on engage, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se souvient et qu'on joue. Et moi, en tant que maman d'une petite de 10 ans aussi, clairement, bon, elle est un petit peu marquée par le jeu, par Atlantide et tout ça. Mais aujourd'hui, on utilise Gaïa et on crée des petites histoires ensemble. Et en fait, elle m'apprend plein de choses. Donc, travailler, enfin, ça prend pas beaucoup de temps de partager ces moments-là, mais ils sont au centre de l'expérience de création et de jeu. Donc, je pense que pour le jeune public, il est essentiel de les faire entrer dans le processus dès le début. Merci Maud. On va prolonger la conversation, on va changer de tranche d'âge, si vous voulez bien. On va passer aux adultes. Alors la question se pose aussi de la même manière, si ça veut bien marcher. Les adultes, ils jouent, ils réagissent aux mêmes stimuli, mais pas que. Alors avec une orientation, cette fois, c'est effectivement toujours, comme l'a dit Damien, l'apprentissage. Donc l'apprentissage des adultes, ça se fait comment? Et là, je vais me tourner vers les grands témoins, les trois, qui vont pouvoir réagir. Et aussi, l'apprentissage, la connaissance pour les adultes, ça peut s'appeler à un moment de la vie la formation. C'est-à-dire comment on se forme aussi à certaines choses en utilisant toujours les sujets patrimoniaux et la culture, comment on peut aussi, en tant que professionnel, à un moment, progresser à travers l'immersion et à travers un certain nombre d'actifs, d'assets, comme on a pu le dire hier en atelier, d'assets numériques qui permettent aux adultes aujourd'hui de progresser. Je vais lancer tout de suite les grands témoins sur un certain nombre de sujets. J'aimerais bien qu'on parle de patrimoine industriel, Damien. J'aimerais bien, Thomas, qu'on puisse parler de villes et de sites archéologiques. Ouais, j'ai bossé, hein. Ou de patrimoine industriel aussi en ce qui te concerne, Thomas. Et Alexandre, si tu es toujours avec nous, j'aimerais bien que tu reviennes aussi sur... que tu puisses revenir sur un certain nombre, toujours pareil, tu es notre contrepoint de cette plénière, c'est revenir sur l'apprentissage en VR, sur un certain nombre d'autres secteurs que tu maîtrises parfaitement. On pourra parler peut-être, si tu veux bien, de ferroviaire, de BTP, enfin de choses que tu connais bien et sur lesquelles tu pourras revenir dans quelques instants. Lequel de vous deux veut commencer? Damien, Thomas? Oui, pour répondre à la question de l'apprentissage, donc c'est bien évidemment pas forcément lié au secteur industriel, mais les médias immersifs ont cet intérêt de pouvoir isoler, bon, c'est souvent le côté qu'on ressort, mais en tout cas de donner un temps de concentration où on va laisser de côté un petit peu ce qui nous entoure. Et de ce temps de concentration, on va pouvoir stimuler l'écoute, la lecture, la vue et le faire. Et en stimulant ces trois biais cognitifs, on démontre aujourd'hui que l'apprentissage est beaucoup plus efficace. Alors ça s'applique à plein de domaines et de plein de champs. Dans l'apprentissage ou même dans la formation professionnelle, faire des exercices répétitifs de manipulation en écoutant avec des voix d'intervention et des lectures, les apprenants sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces. Dans la partie patrimoniale, la reconstitution en immersif ou en 3D des patrimoines industriels a deux intérêts. Le premier, c'est peut-être conserver des patrimoines existants avant qu'ils ne disparaissent, et puis refaire vivre peut-être des patrimoines disparus industriels pour la recherche ou pour même de raisons patrimoniales. Et le dernier point, c'est aussi de faire en sorte que la connaissance ne disparaisse pas. Aujourd'hui, il y a un patrimoine industriel qui est un patrimoine aussi privé. Souvent, les entreprises possèdent des machines, possèdent des manipulateurs qui, s'ils prennent leur retraite, partent avec leur savoir.
Et ce patrimoine immatériel a souvent besoin d'être sauvegardé, et le numérique, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée permettent de conserver ces savoirs et aussi de les transmettre. Parce que si on les a conservés, on peut aussi, à travers, on parle encore de gameplay, de les mettre en scène, de les scénariser pour que les jeunes arrivants n'aient plus besoin, par exemple, de lire des bottins tapés à la machine, qui de toute façon ils vont refuser juste en le voyant, et en les mettant dans une situation de jeu, bien évidemment scénarisée, avec les mêmes typologies qu'un jeu, c'est-à-dire avec des plateaux, avec des niveaux, eh bien on arrive à, tu parlais de dopamine aussi, avec cette petite récompense qui fait que là, j'ai réussi à aller au premier niveau, eh bien je vais aller au deuxième. Et par la répétition, eh bien ces sujets sont tout à fait efficaces. Donc on peut conserver un patrimoine immatériel, industriel, parce que c'est le sujet, et puis on peut aussi conserver un patrimoine matériel, industriel, ou passé, actuel ou passé. Voilà. Et comme on peut le voir à l'image, les jumeaux comme celui que Hervé a réalisé, en l'occurrence au Maroc, tu confirmes? C'est un site patrimonial marocain disparu, oui, tout à fait. On a bien cette visite qui permet à l'adulte de se réapproprier la connaissance d'un site disparu et d'avoir ce... Alors dans ce cas particulier de site disparu, il y a deux finalités. La première, c'est de rendre aux habitants de cette ville le patrimoine qu'ils n'ont plus, puisqu'il y a énormément de générations qui ont pu travailler sur ce site lorsqu'il a été démantelé et supprimé, mais ça crée un grand vide. Donc c'est c'est très symbolique, hein, c'est rendre de la fierté, c'est rendre un patrimoine et une histoire. La deuxième, c'est pour les générations futures, c'est transmettre ce qu'il y a eu, ce qui a existé, et ce qui s'est passé. Et puis, il y a une finalité aussi purement économique autour d'un projet muséal qui est créer un musée, c'est créer des emplois, c'est créer des besoins, c'est créer des infrastructures, l'hôtellerie, la nourriture, la restauration, c'est créer des métiers, des médiateurs qu'il faut former. Voilà, donc ça crée tout un tissu économique local qui est tout à fait à propos. Donc ce projet en réalité virtuelle n'est juste qu'une petite brique au commencement d'un projet qui est plus ambitieux. Voilà. Merci Damien. Je sais que Alexandre, tu as un impératif à 16h, me semble-t-il. J'aimerais te donner la parole en interstice avant de la rendre à Thomas, pour que tu puisses, sur la base de ce que vient de dire Damien, nous dire, dans d'autres secteurs d'application, d'usage, si je puis dire, comment l'adulte, en l'occurrence, peut s'approprier un certain nombre de secteurs par les solutions immersives en matière d'apprentissage, voire de formation. Si tu peux nous en dire un mot. Très clair, déjà merci. Déjà, je vais corroborer les propos de mon collègue de chez Hervé, parce que c'est ce qui a été remonté est plus que juste. On a pu prouver que l'utilisation des technologies immersives permet un apprentissage plus rapide et surtout un taux de rétention beaucoup plus important. Quand on dit beaucoup plus important, c'est le facteur est x4, hein, c'est quand même assez important là-dessus. Deux raisons à ça, hein. La première, c'est la capacité d'attention. On sait que c'est la denrée la plus rare dans notre génération. On est tous tout le temps sollicités par les écrans, par nos téléphones ou par l'information qui pop dans tous les sens. Et l'avantage de la réalité virtuelle, qui est un inconvénient dans le divertissement, qui est d'être enfermé, et ben là, on a une attention de 100% quand on est formé en réalité virtuelle. Ça c'est le premier axe. Et le deuxième axe qui a un taux de rétention très important, c'est le fait que la réalité virtuelle, c'est une machine empathique, puisqu'on est à la première personne. Donc on vit les choses comme si on y était, et on sait que le cerveau humain apprend grâce à l'émotion et au jeu. Donc je vais pas revenir sur la partie scénarisation, qui est effectivement une des bases fondamentales de la construction d'une expérience immersive d'apprentissage. Sur les secteurs qui nous permettent, qui sont avant-gardistes, ou en tout cas qui ont déployé l'apprentissage de manière massive, il y a un exemple qui est frappant, qui est celui du BTP français. Aujourd'hui, le BTP français, donc dans 800 centres de formation et sur 65 000 personnes par an, sont formés via l'utilisation de la réalité virtuelle. Et pour quelles raisons ces secteurs s'en sont emparés? Pour des raisons qui ont été dites aussi auparavant, hein, par mon collègue de la société Hervé, qui est tout ce qui va être, on va dire, enregistrement des gestes métiers.
parce qu'il y a des gens qui partent à la retraite et qui ont un savoir-faire qui est majeur et qu'il faut pouvoir conserver et qu'il faut pouvoir donner à la nouvelle génération. Première chose, mais aussi parce que tous les métiers d'intelligence de la main sont facilement reproductibles en réalité virtuelle et on va pouvoir contrôler vraiment l'acquisition de compétences via l'utilisation des technologies immersives. Et puis bien sûr, comme on s'en doute assez bien, pouvoir se projeter sur un chantier de grande importance avec plusieurs corps de métier, c'est quasiment impossible en réel. Et donc, on est capable vraiment de reproduire des chantiers multi-utilisateurs, multi-métiers, qui vont pouvoir travailler ensemble en même temps dans un monde, sur un chantier virtuel, et donc pouvoir apprendre la façon dont on doit travailler ensemble et comment on doit travailler ensemble pour pouvoir mener un chantier à bien. Donc ça, c'est le premier exemple. Et on a un deuxième exemple aussi. Hein. Tu as parlé du monde ferroviaire. Là, on pense forcément aussi à un de nos partenaires, la SNCF, qui, de la même manière, intervenir sur les lignes de train, c'est assez dangereux dans un premier temps. Donc là, on rentre dans la partie dangerosité que la réalité virtuelle permet de pallier, puisqu'on va pouvoir intervenir sur des lignes de train sans risque de se faire écraser ou sur des lignes haute tension sans risque d'être électrocuté, et donc de pouvoir intégrer, on va dire, la partie manuelle bien plus tôt que s'il n'y avait pas les technologies immersives, parce que nous on le voit aussi dans le domaine de la plasturgie. Un élève arrive en fin de son parcours scolaire. Il a fait uniquement de la théorie toute sa scolarité et c'est uniquement quand il sort de sa scolarité qu'il commence à travailler sur des vraies machines, tout simplement pour des questions d'assurance et de sécurité. Et aujourd'hui, le domaine de la plasturgie, le domaine ferroviaire, le domaine du BTP se sont emparés de cette technologie-là parce qu'elles permettent aux élèves de se projeter directement dans ces métiers-là et d'utiliser les machines, même si ce n'est que virtuellement. Merci beaucoup Alexandre, vraiment merci pour ce retour et merci de ta présence aujourd'hui. On va pouvoir te libérer. Je rappelle que VR Connection développe aussi un pôle d'excellence du côté de Poitiers autour de ces sujets-là, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'est pour faire un petit point de conclusion important, et que la VR est au cœur du système éducatif et qu'il va y avoir bientôt des nouveaux services pour les jeunes, pour la jeunesse, et ça, on s'en félicite, en espérant et on compte sur toi Alexandre, que dans ce pôle d'excellence, il y ait de nombreux actifs patrimoniaux et culturels pour exercer l'œil et les mains des jeunes qui vont pouvoir se former au métier de la culture. Encore merci Alexandre, on te libère et à bientôt. Merci à tous, encore honoré d'avoir pu participer avec vous. Au revoir. Au revoir. Revenons toujours sur l'apprentissage et la connaissance. Thomas, à ton tour d'expliquer aux participants ce qui se passe autour de deux actifs patrimoniaux que je trouve très intéressants et que tu participes avec Novae à rendre transmissibles, en fin de compte, à différents niveaux. C'est l'objet de la ville, du territoire, et ensuite l'objet du site archéologique, et je pense à la profession des archéologues et, j'ose dire, à leur montée en compétences grâce à la réalité immersive. Si tu peux nous en dire un mot. Tout à fait. Alors, effectivement, donc, je vais un peu paraphraser ce qui a été dit au début, mais nous, quand on fait des projets, on sait que tout passe par des émotions. Donc, le but est vraiment de retranscrire des émotions dans du virtuel. On a une problématique qui est double, qui est non seulement de permettre l'apprentissage, mais également un réapprentissage, puisqu'on travaille sur des sites archéologiques qui parfois sont amenés à évoluer. Donc, ça veut dire que les connaissances qu'on vient apporter avec le numérique change pratiquement le paradigme de ce qu'on savait sur ces sites. On arrive par exemple à refaire des travaux de fouilles grâce à ça, qui nous font reconsidérer certaines choses. Donc on est obligé de réapprendre au public ce qu'il pensait savoir et ce qu'on pensait à l'époque était bon mais ne l'est plus aujourd'hui. Donc il va falloir réfléchir à comment on peut s'adresser à ce public-là. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir des expériences haute qualité. C'est-à-dire il faut avoir quelque chose qui soit encadré, qui soit fiable, véridique, fait avec des comités scientifiques. Et c'est toute la nature de nos projets. C'est pour ça qu'on développe ça avec nos comités scientifiques.
Là, on a par exemple la ville de Cabourg qui nous a commandé une reconstitution de l'évolution de la ville depuis 1000 ans, sur 1000 ans. Ça a été un projet qui a été assez ambitieux et complexe. Il a fallu savoir comment on va retracer en 4 minutes 1000 ans d'histoire. Quels sont les événements qui vont interpeller tous les publics, puisque là on s'adresse à la fois à des enfants, à des ados, à des adultes et surtout à des seniors, parce qu'on est quand même sur Cabourg et moyenne d'âge, voilà. Et donc du coup il a fallu créer une expérience qui fasse appel aux émotions de tous ces publics-là. Alors nous on s'est forcément basé sur le visuel, donc la première chose c'est faut avoir effectivement cet effet wow, faut que les gens quand ils voient l'expérience ils fassent ah ouais ça claque. Donc ça on pense, je pense pas que tous les publics l'ont dit comme ça, mais ils l'ont au moins ressenti comme ça, on en est sûr. La deuxième chose, c'est que cette expérience, au tout départ, on l'avait imaginée comme une expérience qui s'adressait aux touristes, donc des gens qui voulaient découvrir la ville de Cabourg. Très rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas notre public prioritaire, c'était pas notre premier public. Le premier public, c'était les habitants. C'est eux qui ont squatté la vidéo littéralement. Ils se sont mis devant l'écran pendant des heures et des heures à regarder en boucle cette vidéo. Et là-dessus, il a fallu faire énormément de travail avec les habitants, avec ces passionnés de leur territoire, les intégrer au processus de travail. Et ça nous a permis d'avoir un rendu qui est un projet qui est assez émotionnel, à la fois pour les spectateurs, mais aussi pour nous, puisque ça a permis de rendre à ces habitants un projet qui est à leur image, et on est assez fiers de ça. Alors le second projet, là on est plutôt sur un site archéologique qui a partiellement disparu. On est sur un monastère syrien, donc bâti dès le 5e siècle. Pour la petite histoire, ce monastère syrien a été bâti autour d'une colonne de 36 mètres de haut, en haut de laquelle a vécu pendant 40 ans un dénommé Siméon qui n'est pas descendu de sa colonne et qui se faisait livrer de la nourriture par ses fidèles. Uber Eats à l'époque, c'est incroyable. Et donc du coup, ce monastère syrien a eu 1000 vies, littéralement. Il a évolué tout au long tout au long des siècles. Il est devenu mosquée, il est devenu forteresse byzantine. Et malheureusement camp retranché de Daesh dernièrement, donc ça a été impossible d'aller sur place. Il a fallu utiliser les documents à disposition. Et là, en termes d'apprentissage, on n'est pas tant sur des problèmes générationnels, on est tant sur des préoccupations culturelles, où il faut savoir dire les choses sans pour autant blesser, sans pour autant impacter négativement tous les publics. Donc alors cette expérience, elle est en finalisation. Donc si tout se passe bien, elle rejoindra les collections du musée du Louvre l'année prochaine. Mais il faut savoir que c'est une des premières expériences réalité virtuelle numérique qui s'adresse autant à des publics occidentaux que orientaux, et c'est là-dessus que ça a été un vrai challenge en plus de la conception 3D en elle-même. Alors, ce qu'on peut dire aussi de ce travail, je me permets de compléter, c'est qu'aujourd'hui, ce travail d'immersion dans un patrimoine ancien participe aux archéologues qui travaillent sur le lieu physique, et que ça leur donne un support de travail qui leur permet de monter en compétence sur le site. Et quand on parlait de formation tout à l'heure, et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans les usages et dans quel type d'immersion, pour quel type de public, pour quel type d'usage, on peut se retrouver, comme tu viens de le démontrer, avec des sites reconstitués dont le modèle numérique immersif devient un objet de travail pour des populations expertes professionnelles qui leur permet de se former et d'aller plus loin dans leur expertise. Donc ça, je tiens à le rappeler, peut-être parce que certains d'entre vous n'ont pas que du grand public, ou en tout cas des typologies de grand public, mais aussi des typologies de professionnels avec lesquels vous pouvez travailler au quotidien. Et il faut bien prendre la réalité immersive aussi, et les technologies immersives comme des outils qui peuvent être aussi des outils à destination de ces publics-là. Donc j'insiste là-dessus. Et tout de suite, Sébastien, je veux bien que, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, sur le public adulte et par rapport à ce qu'ont dit nos grands témoins,
avant qu'on passe à la population senior et qu'on conclue cette plénière aujourd'hui. Sur les populations adultes, non, on a compris qu'effectivement, il y avait des usages un peu différents. Il y avait le côté ludique, mais il y avait aussi la formation. Et peut-être le point commun que soulignait Serge, c'est cette côté, l'aspect de scénarisation et d'engagement individuel. Ce qui était dit, je ne sais plus par qui, mais le fait qu'on peut pas être passif. Hein. On est forcément dedans. Donc ça joue un rôle clé. Donc c'est pour la formation et la montée en compétences. Peut-être allons vers les seniors. Et là, je donnerais bien la parole au public en disant, voilà, selon vous... Alors pour nos anciens... Qu'est-ce qu'il faudrait pour nos anciens? Une idée ici. En fait, je vais revenir sur un retour d'expérience. C'était après, on est allé visiter le musée de Gergovie. Et donc, on était sur le plateau. Donc là, il y a le côté jeu des enfants qui leur a beaucoup plu. Et mon beau-père qui est assez... comment dire, contre les nouvelles technologies et ainsi de suite. Quand il a vu mon fils jouer et tout, il a dit ouais, c'est quoi ce truc-là? Et puis il a vu qu'il y avait du son, qu'il y avait des images. Et en fait, ils ont fini tous les deux et lui, il avait piqué une oreillette. Et finalement, le contenu sonore qu'il avait de ce qu'il découvrait en réalité augmentée, ben finalement, il s'y est mis tranquillement, discrètement, parce qu'il voulait pas que j'ai raison sur ce coup-là. Mais voilà, en fait, il y avait... Voilà, je voulais dire que ce côté où les seniors ont souvent... Enfin, des fois, ils sont... Voilà, c'est juste mon avis. Mais ils sont, vis-à-vis des nouvelles technologies, ils sont pas forcément réceptifs parce que des fois, ils connaissent pas ou ça ne leur parle pas. Ben, finalement... ils peuvent le découvrir et être agréablement surpris et du coup se dire tiens pourquoi pas. Et ça je l'ai doublé avec le musée Michelin puisque là-bas aussi il y a le support sonore et il a trouvé ça très intéressant d'avoir une petite oreillette qui lui parlait et qui lui expliquait un peu tout ce qu'il voyait en complément de ce qu'il voyait. Merci Eric pour ce témoignage. D'autres témoignages au retour d'expérience sur l'immersion senior? Oui, ici. C'est un retour plus personnel. Hein. J'ai aussi une belle-mère qui est en fauteuil roulant et elle ne se déplace pas depuis très longtemps, donc elle ne sort pas trop de chez elle non plus. Et je lui ai amené le casque en fait pour le faire tester. Et je crois qu'elle m'en parle à chaque fois qu'elle me voit. Tellement que ça l'a marquée parce qu'elle s'est évadée en fait. Et j'ai pu la faire monter en haut du Mézin alors qu'elle ne se déplace plus, qu'elle avait des années qu'elle ne l'avait pas vue. Et en fait, je pense que la réalité virtuelle pour nos aînés, c'est une ouverture au monde. Et quand ils vieillissent, ils se referment en fait. Et de les remettre le casque, au début, il y a une réticence parce qu'ils ont un point de vue de l'image qui est un peu différent de nous. Nous, l'image, c'est quelque chose de naturel, on prend le recul. Eux, on les met dans la réalité virtuelle, ils vivent dedans en fait, et ils ont du mal à faire la différence entre la réalité et ce qui va dans le casque. Moi, elle me dit, mais Marie, tiens, moi, je vais tomber dans le vide. Elle n'arrivait pas à prendre le recul en fait nécessaire. Et parce que c'est une question d'habitude et d'une relation avec l'image qui est différente. Et donc vraiment, il y a réellement un vrai potentiel à développer. Puis on le voit, il y a plein on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu dans ces 2 jours. Il y a des services qui sont mis en place et dans le mouvement en fait, dans l'ouverture au monde, dans le voyage en fait. Et je pense que nos seniors commencent à être un peu plus matures en fait et ont moins peur d'accéder à cet outil-là parce que je pense que s'ils le voient, c'est devenu plus normal en fait. Et c'est vraiment intéressant. Il y a plein d'outils à mettre en place pour les aider en tout cas. Merci pour ce témoignage. Je peux me permettre de corroborer ce que vous dites en retour d'expérience. Nous avons cette chance de pouvoir travailler avec des festivals en région, dans le festival FIPADOC de Biarritz, qui propose toute une sélection de documentaires en réalité virtuelle au sein du festival du documentaire de Biarritz. Depuis 5 ans, nous sommes partenaires de ce festival. Nous avons tous les ans le retour des mêmes publics seniors qui ne rateraient pour rien au monde la tenue du festival et qui se font un honneur de descendre l'intégralité du programme, quitte à revenir plusieurs jours. Et la première fois et les premières années, c'était effectivement assez ludique, des réflexions beaucoup sur le voyage. Effectivement, j'ai pu aller
en Indonésie, j'ai pu aller, et puis là dernièrement, j'ai pu aller sur Mars, j'ai pu aller dans l'espace, j'ai pu aller avec Thomas Pesquet, j'étais, et puis ils adorent Thomas Pesquet. Attention, c'est qui n'aime pas Thomas le Pesquet? beau-fils parfait. Bref, le beau-fils, on parlait de Thomas. Et en l'occurrence, ce retour d'expérience d'un public senior vis-à-vis de cette technologie est extraordinaire. Et rien que il y a un mois, nous étions présents sur une petite animation nomade du Smart FIPADOC, donc Smart Nomade, à l'abbaye d'Aubazine, qui est située vraiment en Corrèze, en pleine campagne. Et on va dire 75% de notre public était un public de seniors qui prenaient leur voiture pour faire 30 bornes pour y venir. Il y avait une appétence incroyable. Et donc, c'est assez extraordinaire. Par rapport aux sensations qu'ils ressentent, il faut avoir conscience effectivement que avec le temps, la fatigue, le manque de stimulation, etc., la vue, l'équilibre évolue. Donc il faut sélectionner et donner à voir des contenus qui sont assez adaptés, c'est-à-dire pas de mouvements brusques, des choses assez cool, et bien évidemment avec un travail de médiation, prévenir et ensuite débriefer des sensations, du vécu. Mais souvent, ce qu'on constate, c'est l'expression d'émotions. Énormément d'émotions dans ces expériences de réalité virtuelle auprès des seniors. Oui. S'il vous plaît. Alors, petit retour d'expérience, mais c'est surtout une remarque un peu globale. Une belle-mère, un beau-père? Non, j'ai personne de ma famille à vendre. Mais tout simplement, c'est peut-être la partie générationnelle où la rupture numérique, en fait, est la plus importante. On a à la fois des personnes âgées qui sont vraiment au goût du jour et vraiment, des fois, apprennent même des choses aux jeunes du point de vue informatique et numérique. Et vous avez aussi ce retrait d'une certaine partie de la population qui a du mal. Et c'est peut-être là où on a le plus de cette rupture qui est marquée chez les jeunes, même s'il y a quand même... on parle souvent des jeunes comme des utilisateurs classiques du numérique, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi une partie qui en est très éloignée. Mais c'est peut-être cette classe d'âge où la rupture est la plus marquée, la plus forte, entre ceux qui utilisent au quotidien et ceux qui en sont très éloignés. Voilà, et c'est ce que disait Rémi Béal hier, infirmier coordinateur à l'EHPAD de Beau, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont peut-être, certains dans leur carrière, ils n'ont jamais touché un ordinateur. Et donc il fallait que ce soit quelqu'un en qui ils ont confiance, qui leur mette le casque et qui les accompagne dans l'expérience. Mais là où je rejoins monsieur, je pense que c'est qu'en fait on est peut-être convaincus ici tous ensemble qu'en fait que quand les technologies immersives vont vers les publics seniors, et qu'on a un exercice bienveillant d'introduire ces technologies dans le partage, dans l'apprentissage, et qu'effectivement on casse cette fracture parce qu'on apporte le dispositif, comme c'est le cas sur l'image, que ce soit dans des maisons de santé, dans la vie associative, j'allais dire des collectivités territoriales ou dans d'autres types d'équipements. Je pense que la technologie immersive, on serait peut-être pas à l'abri qu'elle soit, et je profite de la présence de Pascal Paya-Penzeller, le délégué général du Geste d'Or, pour parler du CARE et de dire que peut-être que les outils numériques peuvent être des solutions qui viennent pour le soin, pour s'occuper d'eux et prendre soin de nos aînés. C'est pas exclu, on pourrait peut-être même l'envisager. Oui, il se trouve que je suis amené, dans le cadre du Geste d'Or, à m'occuper de pratiquement la totalité des 7500 EHPAD publics en France et puis d'autres EHPAD, notamment un modèle d'EHPAD qui est près de Clermont-Ferrand, où je reviens dans quelques jours. Et c'est vrai que nous avons dans les meilleures de ces maisons, mais qui deviennent des villages, parce que il faut plus voir l'EHPAD comme une maison. Enfin, ce n'est pas le sujet de cette réunion. Mais effectivement, les animateurs aujourd'hui, les meilleurs dans ces maisons, sont ceux qui sont également musiciens et qui apportent la chanson, la musique, et finalement orchestrent un unanimisme, enfin quelque chose qui se vit finalement dans un éblouissement de l'art, oui, on peut dire ça, de l'harmonie. Et il est évident que cette connaissance que peut apporter la pratique des outils numériques, elle arrive
elle arrive. Elle n'existe encore dans aucun EHPAD, hein, dans aucune maison, mais il va falloir créer des animateurs de cette, ce qui n'est pas une solution, mais de cette relation au monde, sortir par la fenêtre de la connaissance et de l'expérience corporelle. Alors, et ça peut aller très 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 loin, parce qu'il est évident que l'exercice que cela peut donner, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un exercice passif, loin de là, puisque ça crée un vertige physique, qui oblige à une conscience du corps. Et à partir du moment où il y a conscience du corps, il y a un retour de la mémoire. Donc on est certainement à l'entrée de ça, et en tous les cas, je vais le mettre au point pour les, ça veut dire nous allons le mettre au point pour l'EHPAD de Clermont-Ferrand. Enfin, c'est tout un village qui a été transformé en EHPAD. Et ça permet de faire renaître un village. Vous voyez tout ce que vous pouvez imaginer à partir de ça. Donc, en réalité, pour toute chose, si je suis là, c'est parce que je considère que, au-delà des hasards de l'amitié, du fait que on s'est trouvé avec l'équipe qui est présente ici à la tribune au départ d'Eritech, de fait, on est dans un nouveau monde à tout point de vue, et dans un nouveau monde où l'imaginaire, dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire ce qui fait marcher les synapses, je rappelle que plus on vieillit, plus on a des synapses riches. Je suis beaucoup plus intelligent à mon âge que toi au tien, Eric, et pourtant tu n'es pas si jeune. Et j'en profite comme ça. Mais plus je te remercie pour ce compliment. Je t'en prie. En réalité, plus on est vieux, plus on a des synapses efficaces. Tu parlais de bienveillance, non? C'est ça. Non, alors ça, si c'est fini la bienveillance, la seule chose qui compte, c'est la bienfaisance. Et je suis désolé, on réfléchit beaucoup là-dessus en ce moment, et il se trouve qu'Eritech est dans la bienfaisance et non pas dans Absolument. la bienveillance. Et merci Pascal pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres pour conclure? Peut-être Serge, tu veux faire... Tu l'as fait tout à l'heure pour la partie intermédiaire. Peut-être que tu aurais... Ce qui me vient pour les seniors, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un petit peu sous-jacent par rapport à tout ce qui a été dit, notamment sur le côté fracture numérique, c'est qu'on est face à une dispersion des usages par rapport aux terminaux, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on parle d'immersion, il faut considérer une échelle de l'immersion. Quand on regarde un film à la télé ou au cinéma, on est immergé selon la qualité du scénario et selon la manière dont on s'identifie au personnage et à l'action elle-même parfois. Hein, parfois, on oublie même qu'on est au cinéma face à un film. Et puis ensuite, avec des expériences comme celles qui sont proposées par Hervé ou par Novae, où le numérique, la numérisation permet une certaine forme d'immersion, on peut être immergé dans une vidéo. On est immergé dans la vidéo de Novae sur les 1000 ans de Cabourg. Et pourtant, on n'est pas forcément dans un casque de réalité virtuelle. Donc, il y a une échelle comme ça, et peut-être que c'est aussi une forme de conclusion qu'on pourrait donner à cette fracture numérique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une production numérique est supposée être immersive, on n'est pas obligé de la mettre dans un casque. Et donc, selon la personne à qui on s'adresse, on peut la partager, alors qu'on soit jeune, adulte, etc. Alors après, ça dépend des objectifs, ça dépend des usages, ça dépend de l'expérience, plus ou moins émotionnelle. Et il y a probablement assez peu de freins, à partir du moment où l'actif numérique existe, il y a certainement assez peu de freins dans la capacité de partager ou d'exploiter cet actif numérique. On peut le faire avec un smartphone, on peut le faire sur un écran de télé, sur un écran d'ordinateur, dans un casque de réalité virtuelle. Et c'est ça qui est très très puissant dans la numérisation des patrimoines, si ça peut être en tout cas une conclusion. C'est en tout cas celle qu'on donne systématiquement. C'est que la numérisation des patrimoines brille par l'importance de son approche stratégique et qui consiste à créer un actif. On a des patrimoines, on les transforme en actifs numériques et à partir de là, à peu près tout est permis pour toutes les catégories de cibles. C'était le mot de la fin. Merci Serge. Merci à tous d'avoir participé à ce moment interactif, sympathique.